Bonjour Emmanuel Parodi. Bonjour. Vous êtes directeur général des rédactions de Cup Interactive qui édite entre autres zdnet.fr, cnetfrance.fr ou encore gamecult.com et secrétaire général du GEST, le groupement des éditeurs de presse en ligne. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer les modalités du droit à l'oubli sur Internet pour les médias. Alors petit rappel des faits, mi-2014 il y a eu une décision de la Cour européenne de justice. Suite à cette décision, Google a mis en place un formulaire de déréférencement pour toute personne qui s'estimerait lésée par un contenu. C'est à Google ensuite de faire le tri, voir si cette demande est recevable ou pas. Vous avez d'ailleurs été consulté par Google en septembre 2014 pour l'aider à définir justement les critères de déréférencement. Quel a été votre sentiment après cette consultation ? Écoutez, le sentiment, c'est qu'au départ, pour avoir suivi, le dossier existait déjà depuis 2 ans, on travaillait avec la CNIL sur ce sujet-là, et j'avais le sentiment désagréable que la presse, enfin puisque je représente les éditeurs de presse en ligne, payait en fait les pots cassés de quelque chose qui ne la concernait pas. C'est-à-dire que concrètement, c'est quand même une mesure qui depuis le début vise plutôt les réseaux sociaux et en gros un certain type le mode d'expression libre des utilisateurs qui voudraient revenir sur ce qui a pu être dit, etc. Et la presse finalement n'est qu'une cible très marginale sur cette question. Mais en attendant, elle a une raison de se battre contre ça. Et le problème, c'est qu'on est en fait dans quelque chose que j'appelle, c'est du dommage collatéral. Voilà, on subit le dommage collatéral de quelque chose qui au départ ne nous visait pas forcément. C'était mon sentiment. Où est-ce qu'on en est 6 mois après la mise en place de ce formulaire? Au début, Google croulait sous les demandes. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Et puis combien de déréférencements sont acceptés et validés finalement? Alors c'est vrai on compte plusieurs dizaines de milliers de demandes chaque mois. C'est toujours le cas, à ma connaissance. D'autres pays, la France était en avance, hein, pour des raisons un peu mystérieuses, mais enfin en tout cas la France était en avance. Depuis, d'autres pays européens comme l'Allemagne sont aussi montés en puissance. D'après les informations que j'ai pu avoir, à peu près la moitié des URL qui sont proposées au déréférencement sont effectivement déréférencés. Donc on est sur 1 sur 2. Ce n'est pas une demande sur 2, parce qu'en fait, une demande peut rassembler plusieurs URL. Donc c'est à peu près 50% des URL. Il faut aussi rappeler une chose, parce qu'on parle souvent de déréférencement, c'est un déréférencement qui est limité. D'accord ? Ce qui est un des rares points positifs, en tout cas, qui est important pour nous, c'est-à-dire que c'est pas, tout d'un coup, l'URL ne disparaît pas totalement de l'index, c'est simplement sur certaines requêtes, par exemple, imaginons votre nom. C'est si vous tapez votre nom qu'on ne retrouvera peut-être pas certains articles. Mais l'article est toujours référencé et peut apparaître sur d'autres requêtes. Ça, c'est un point important pour dire qu'on n'est pas dans un déréférencement total, parce que là, sinon, ce serait la guerre. Qu'est-ce qui change pour vous qui êtes éditeur de presse dans votre travail au quotidien avec cette mise en place du droit à l'oubli? Est-ce que vous pouvez contester un déréférencement? Alors, à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait sur un terrain légal. Enfin, en tout cas, c'est pas remonté jusqu'à nous pour le moment. Et pour cause, j'ai envie de dire, encore faut-il être au courant de la raison pour laquelle c'est demandé, de qui le demande. Donc, c'est un peu délicat de lancer une procédure en n'ayant pas ces éléments-là. Concrètement, pour l'instant, ça ne change pas la vie des éditeurs, dans le sens où on avait déjà avant une procédure interne pour gérer ces questions de droit à l'oubli. Ça s'appelait peut-être pas forcément comme ça, mais en gros, quelqu'un qui voulait demander une modification sur un article, ou 10 ans après, le droit à l'oubli, ça existait quand même. On était tenu de lui répondre. Donc ces process-là, que j'appelle en direct, ils existent toujours. J'en ai eu cette année, j'en ai eu 2 ou 3, par exemple, moi, cette année, sur mes sites. Par contre, tout ce qui passe maintenant par Google, on le subit. Donc ça n'a rien changé de manière pratique, mais on voit arriver une énorme machine qui nous envoie des alertes pour nous dire cet article-là va disparaître, cet article-là, est-ce que vous avez... Voilà, quelqu'un nous a demandé de déréférencer cet article, etc. Auquel cas, moi, par exemple, j'ai pour politique de rendre public ces demandes. C'est-à-dire que chaque fois que je suis informé d'une demande de déréférencement, ceux qui me suivent sur Twitter le savent, je le dis. Je dis, cet article, publié il y a 10 ans, fait l'objet actuellement d'une demande de déréférencement. J'ai pris pour politique de rendre ça public. Il y avait un débat autour de la mise en place d'un système de notification, justement, de déréférencement, mais ces notifications, à vous entendre, elles existent aujourd'hui? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui est notifié? C'est un peu toute la question. La position du geste et que j'ai défendue à l'occasion, c'est que nous souhaitons, si vous voulez concrètement, savoir qui est à l'origine de la demande et quelles sont les raisons
pour lesquels cette demande a été faite, ce qui est quand même le minimum. Ça correspond exactement à ce qui se passe quand vous venez me contacter moi en direct pour me demander. En gros, vous me dites voilà pourquoi vous demandez, et je sais qui est la demande, donc du coup, je peux juger, si vous voulez, de savoir si c'est pertinent de le faire, ou si c'est pas quelqu'un qui essaye de manipuler un article oui, pour une autre raison. Voilà, il y a un risque d'instrumentalisation. Donc c'est ça le problème. Donc la notification actuellement, c'est quelque chose qui dit, alors c'est pas un email qu'on reçoit, hein, c'est dans une interface utilisée par les développeurs et les techniciens et qui sert habituellement à ce que Google nous indique qu'il y a des erreurs sur nos sites, des erreurs techniques, des pages qui ne marchent plus. Voilà. Au milieu de tout ce bazar, vous avez un message d'alerte qui va vous dire « Tiens, telle URL fait l'objet actuellement d'une demande. Ouais. » C'est tout. C'est-à-dire que c'est un message. Et maintenant, Google a rajouté un formulaire pour dire « Est-ce que vous avez une raison de réagir à ça ?» Sauf que on ne sait pas. Moi, j'ai vu j'ai des articles, il y a plusieurs noms. On vous dit qu'il peut y avoir plusieurs personnes dans le tas qui peuvent être à l'origine. Est-ce que c'est une société? Normalement, non, ça doit être des particuliers, mais est-ce que c'est un particulier qui fait ça pour une société ouais. On ne sait pas. Et on ne sait pas quelle est la raison. Et Google ne nous le dit pas. Donc, voilà la situation dans laquelle on est actuellement. Et nous souhaitons qu'il y ait une notification, ce qui a été contesté par les CNIL, qui, elles, souhaitent qu'il n'y ait pas de notification. Mais alors pourquoi? Comment expliquer cette position? Alors, parce qu'il n'y a pas que la CNIL, les homologues de la CNIL en Europe sont sur la même ligne. Oui, absolument. Alors d'ailleurs, la CNIL française nous a fait savoir qu'elle était sur une position plus nuancée, qu'elle n'était pas forcément contre le principe de la notification. Bon, après, je pense qu'il faudrait discuter ce qu'il y a dans la notification. Mais enfin, c'est une position commune, on va dire, au niveau européen des CNIL. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est aussi une logique. C'est-à-dire, eux, de leur point de vue, si quelqu'un demande de bonne foi un retrait pour protéger sa vie privée, etc., eh ben, le fait de rendre publique la notification, quelque part, va à l'encontre du principe de protéger sa vie privée. Je peux parfaitement comprendre, si vous voulez, cette espèce de catch-22, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on tourne en rond et il n'y a pas vraiment de solution. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là, un éditeur de presse, c'est quelque chose d'un peu particulier, on est là pour défendre notre droit à publier. Donc, nous, en échange de quoi, n'importe qui peut venir le contester. Donc, il y a un moment, ça s'appelle la justice. Voilà. Donc, nous, on demande de savoir qui est à l'origine de la demande. La CNIL a une autre logique, mais à la fois, ils comprennent bien notre problème. Mais, encore une fois, ce n'est pas nous qui étions visés. Nous subissons les dommages collatéraux de ces positions-là. Eh bien, Emmanuel Parodi, je vous remercie d'avoir témoigné sur ce plateau, vous qui êtes éditeur de presse sur ce droit à l'oubli sur Internet. Merci beaucoup d'être venu.